est habitué de percevoir l'idée de littérature comme étant un médium écrit, comme étant dans le texte. Je me demandais comment on pourrait utiliser la même méthodologie qui nous est apprise par la littérature comparée pour faire quelque chose de visuel. Donc, de là l'idée finalement de la série de citations vidéo qu'on a fait, puis la juxtaposition de ces citations-là de façon à créer une nouvelle histoire. Cette idée-là provient aussi du fait que, effectivement, à cette époque-ci, littérature comparée peut paraître comme une discipline qui est je ne sais pas si désuet est la façon de le dire, mais certainement quelque chose de relativement étrange, surtout quand la mode est à l'intermédialité, à l'interdisciplinaire, ou le transdisciplinaire ou quoi que ce soit. Donc nous, il semble y avoir dans l'idée de comparaison une sorte d'idée d'unité, alors que finalement, même si les unités ne sont pas très claires, on est quand même en train d'opérer une forme de comparaison quand même. Ce qui est intéressant dans les photos, c'est qu'on a ces tours-là qui sont là pour créer une comparaison, mais c'est des tours qui n'existent plus. Donc, on est en train de parler d'une unité, mais c'est une unité représentative de quelque chose qui est beaucoup plus abstrait, puis qui ne peut pas vraiment être circonscrit. Donc, c'est quoi cet empire qui existe maintenant? Bon, c'est quelque chose. On le sait qu'on le voit des fois, mais parfois, des fois aussi, on ne réalise pas entièrement qu'il est en train de nous affecter, même si dans notre quotidien, qui s'immisce ou qui s'insère à l'intérieur de notre monde sans même qu'on puisse l'identifier comme étant quelque chose de circonscrit et de définitif. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans les photos, on a cette idée de comparaison de façon très très claire. Donc vraiment la grandeur de tel édifice par rapport à la grandeur de tel autre édifice. Donc on revient à cette idée d'une comparaison qui peut être opérée sur un plan de quantité, un plan numérique, mais en même temps, l'image suggère quelque chose de plus subtil, ou disons de plus important que la simple comparaison des grandeurs des choses, finalement. Même si on parle de la grandeur des empires, on est en train de... C'est quoi la grandeur d'un empire? C'est pas nécessairement la grandeur de l'objet que l'empire a créé, mais plutôt aussi, si on veut parler de façon très, très simple, on peut dire l'étendue, l'influence, la façon qu'ils ont été capables de garder une hégémonie pendant X nombre de temps. Donc, c'est toutes des espèces de données qui rentrent dans cette idée d'empire. Finalement, il n'y a aucune de ces données qui est capable de définir l'empire, surtout celui dans lequel on vit présentement, si on peut l'appeler comme tel. Mais ça devient quand même des comparaisons qui permettent de mettre en valeur certaines idées, dépendamment du penseur qui est en train de les considérer, des idées qui partent dans tous les sens, finalement, puis qui ne touchent plus nécessairement à la juxtaposition initiale. Donc, finalement, comment un peu il y a une étincelle qui se crée à partir d'une comparaison très élémentaire. Puis l'étincelle, elle part, le feu de forêt peut partir dans n'importe quelle direction, finalement. Ça, c'est ce qui m'a un peu toujours intéressé par rapport à l'idée de comparaison en littérature comparée. C'est le moment où on se met à penser, finalement, où le moteur part, puis le moteur n'arrête plus. Pour ce qui est du texte de l'exposition, il faut dire que, depuis au moins Derrida, texte, c'est un mot maintenant qui peut vouloir dire presque n'importe quoi, finalement. En autant qu'on a une forme de narrativité, on peut parler d'un texte. Donc, tous les films où on a un peu extirpé des extraits, ces films proviennent finalement d'une sorte de grand texte où la personne qui a vu Godzilla, par exemple, le voit apparaître tout à coup, puis il y a toute une série de signifiants qui surgissent du moment où on voit cet élément-là, allant du genre cinématographique qui est exposé ou qui est devenu un genre suite au film de Godzilla, jusqu'à, disons, même la tradition japonaise, si on veut parler de nationalité, du cinéma, ou donc, d'une certaine part, oui, le texte en tant que tel, écrit dans l'exposition, est important, parce qu'on a plusieurs moments où le spectateur s'arrête et lit des paragraphes spécifiques par rapport à certains empires, ou même
présentant la discipline de littérature comparée ou la réflexion qui va derrière le travail qu'on a fait. Mais je pense que même dans l'image, finalement, il y a aussi des textes, finalement. Puis, dans le cinéma, autant que dans la photo, mais étant donné que c'est l'élément que j'ai travaillé, dans le cinéma, moi, j'approchais les films qu'on a coupés puis qu'on a mis un peu la même façon que je ferais un texte qui cite à outrance, finalement. Un texte comme celui de Benjamin où il tente de faire un texte entièrement de citations, finalement. Donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire, même si ça devient plutôt une sorte d'image mouvante derrière l'exposition. Je crois que sa place dans l'espace de l'exposition finit par être assez centrale, puis on finit par avoir toujours ces espèces de moments qui surgissent où la personne qui regarde le film sans nécessairement suivre la trame que nous, on a rebâtie, va avoir sa propre trame, sa propre intertextualité qui va surgir finalement de la tradition du cinéma populaire qui a été un peu piratée dans le cadre de l'exposition. Donc oui, je pense que le texte écrit, dans la question linguistique, est très très présente dans ce qu'on a créé comme moment de lecture dans l'exposition. Mais je crois aussi même que dans les images, bon, il y a toujours le texte. Puis, pas pour dire que le texte est toujours plus important que l'image, ça c'est pas nécessairement la façon que moi je vois les choses, mais plutôt que l'un va avec l'autre finalement. Donc je veux dire, quand on lit, on a des images qui surgissent, alors quand on voit des images, on a des textes qui surgissent. Donc, est venu finalement quand j'ai fait le court film qui est une combinaison finalement d'explosions ou d'édifices qui sont détruits puis de grands désastres qui ont été représentés dans le cinéma surtout américain. Puis je veux dire, d'ailleurs, même en regardant la liste des citations que je faisais lors de mon film, je me disais, je suis vraiment dans du très très bas cinéma. Mais bon, reste que la combinaison de ces éléments-là avec l'espèce de musique patriotique de Edison, finalement, qui était pour moi juste une question d'aller chercher une œuvre qui était libre de droit, mais aussi d'aller trouver quelque chose qui évoque un peu une espèce d'idée d'empire peut-être plus classique finalement. Donc l'idée de l'Empire où on avait encore de la musique, tout le monde chantait les mêmes chansons patriotiques pour soutenir sa nation dans une guerre X. Donc quelque chose qui est un peu dépassé maintenant. On peut pas vraiment parler de chansons patriotiques pour la guerre en Irak, disons. Mais je trouvais que c'est intéressant d'avoir un peu cette vieille image. Puis le son est vieux. Bon, ça paraît que ça a été enregistré sur des cylindres de cire. Mais l'idée qui m'est venue, que j'ai trouvé qui était quand même intéressante avec tout ça, c'est l'obsession constante du cinéma, oui, américain, mais même du cinéma en général, de représenter le désastre. Donc finalement, cette idée de représenter les édifices qu'on a bâtis comme étant en train d'être détruits. Puis l'argent, juste un point de vue purement monétaire, l'argent qui va dans faire ces représentations-là. Je veux dire, il y a une grosse partie du budget qui va vers un travail de reproduction numérique finalement d'édifices, puis un travail aussi à reproduire comment l'édifice va être détruit exactement. Puis ça me faisait penser même à la théorie de conspiration que les tours du World Trade Center auraient été une inside job, disons, aurait été un travail qui aurait été fait par de l'interne. C'est la méticulosité avec laquelle on a observé ces images-là, puis on a tenté d'expliquer, ah oui, il y a une petite explosion qui apparaît à ce moment-ci, c'est clairement pas une explosion qui vient naturellement. Donc c'est encore un travail du virtuel, de l'image de l'édifice en train de se détruire, puis de l'histoire qu'on se raconte par rapport à l'édifice en train d'être détruit. Mais cette obsession finalement pour les édifices qui se détruisent, puis pour le grand désastre, puis pour l'apocalypse, presque, c'est quelque chose qui, je crois, qui va en accélérant. Mais il y a une raison pourquoi finalement la plupart des films que j'ai cités, c'est des films qui proviennent des 15-20 dernières années. Puis bon, il y a on peut même parler d'un genre cinématographique maintenant spécifiquement associé à ces désastres. Je sais que dans les années 90, on parlait des films de grands désastres, puis c'était plus des désastres naturels, donc un volcan, tornade, etc. Mais maintenant, c'est presque surnaturel la manière que c'est représenté. Ça devient... c'est écologique, disons. Bon, c'est la façon qu'on l'a enveloppé. Puis Roland Emmerich, par exemple, lui, se voit vraiment comme quelqu'un qui fait un travail écologique, d'un certain sens. Mais c'est tellement poussé à l'outrance, puis ce qui est un peu paradoxal avec ce fameux réalisateur-là, c'est qu'il va dire
je fais un travail écologique, mais en même temps, il va aussi dire à des scientifiques qui lui disent, bon, c'est pas du tout de même que ça se passerait. Ah, mais je fais du entertainment. Donc, dans le fond, j'ai pas vraiment besoin de me fier à la science de l'écologie pour représenter ce désastre. Donc, il y a une espèce de doublet où on veut une fidélité de la représentation, mais en même temps, le but, c'est juste pour le plaisir visuel de regarder des édifices se faire détruire. Puis il y a des films que c'est réellement ça, là, je veux dire.